Avez-vous déjà ressenti que certains liens du passé peuvent survivre même quand deux vies prennent des routes totalement différentes? À Rodez, en 1951, dans un village où l'on choisissait entre le pain et le savon, deux adolescents modestes se croisaient sans vraiment se connaître. Mais quelques années plus tard, un simple geste capturé dans la foule d'un marché allait révéler un mystère que personne n'avait jamais imaginé. Car une photo oubliée pendant 17 ans dans le grenier d'un photographe ambulant finirait par relier des destins silencieux et questionnerait tout ce qu'on croyait savoir sur l'amour discret et les fidélités invisibles. Et comment une image aussi banale pouvait-elle bouleverser autant de vies lorsqu'elle réapparut en 1978? Restez avec moi. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée inspirée de réalités humaines que beaucoup connaissent sans jamais les nommer. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre like et dites-moi de quelle ville vous regardez. Votre soutien est essentiel pour que historias humaines comme celle-ci continuent à être racontées avec respect, émotion et profondeur. Rodez, Aveyron, 1951. L'été sentait la pierre chaude et le lait de vache. Dans le village de Saint-Radegonde, à quelques kilomètres de la ville, les maisons basses serraient leurs toits d'ardoise contre le vent du Causse. Élise Marot avait 13 ans, et des mains déjà marquées par l'aiguille. Fille d'un journalier instable et d'une blanchisseuse qui toussait dans l'humidité des lessives, elle cousait depuis l'âge de 10 ans. Madame Roux, la couturière du bourg, l'avait prise comme apprentie parce que ses doigts, minuscules, glissaient dans les ourlets impossibles. Le salaire n'existait pas encore, juste la promesse d'apprendre un métier qui paierait peut-être un jour le pain. À l'atelier de ferronnerie de l'oncle Gaston, Lucien Vernier avait 15 ans et le silence d'un orphelin de père. Sa mère était morte en couche quand il avait 3 ans. Il ne se souvenait d'elle que par une odeur de lavande que l'oncle refusait d'évoquer. Lucien portait le fer comme d'autres portèrent des livres. Fort pour son âge, il pliait les tiges avec une précision qui irritait l'oncle Gaston. L'homme payait mal, mais donnait un toit, ce qui suffisait à créer une dette silencieuse que Lucien ne savait pas nommer. Les deux familles se connaissaient par les ardoises de crédit à la mercerie Bonnet. Monsieur Bonnet notait tout dans un cahier à couverture cirée, sans jamais hausser le ton, ce qui rendait la honte plus lourde. Le dimanche, après la messe brève à l'église Saint-Amand, les hommes parlaient de météo, et les femmes échangèrent des regards sur qui payait et qui ne payait pas. Élise et Lucien ne se parlaient pas. Ils existaient dans la même géographie de pauvreté fonctionnelle, celle où l'on choisit entre le pain et le savon. La première vraie parole vint par nécessité. Élise avait besoin de petits clous pour installer un fil à linge dans la cuisine de sa mère. Elle entra dans l'atelier, les mains dans les poches de son tablier troué, et demanda d'une voix sans timbre si Lucien pouvait lui en vendre quelques-uns. Il leva les yeux, vit les traces d'aiguilles sur ses doigts et répondit qu'il n'avait rien à vendre mais qu'il pouvait lui en donner. Elle refusa. Il insista sans sourire. Elle accepta en silence et partit avec 6 clous enveloppés dans un bout de journal. 3 semaines plus tard, Lucien se présenta chez Madame Roux avec des gants de cuir fendus. Il expliqua que la paume s'ouvrait toujours au même endroit et demanda si quelqu'un pouvait renforcer la couture. Madame Roux allait refuser. Elle ne faisait pas ce genre de travail. Mais Élise prit les gants et dit qu'elle pourrait essayer. Elle cousit un morceau de toile épaisse en pointe arrière. Invention de nécessité plus que de science. Lucien revint chercher les gants et laissa sur le comptoir une orange. Madame Roux fronça les sourcils. Élise ne dit rien. L'orange fut partagée en silence avec sa mère ce soir-là, un luxe de vitamine C dans une maison où l'on mangeait du pain rassis trempé dans du bouillon de légumes pour faire durer. Les échanges continuèrent par petites nécessités pratiques. Un bout de fil contre 3 vis, un morceau de pain contre un crochet pour suspendre les manteaux. Jamais de mots superflus, jamais de regards trop appuyés, juste l'économie muette de 2 jeunes qui comprenaient que la survie passait par l'entraide discrète. C'est lors d'un de ces échanges qu'Élise montra à Lucien un panier d'osier que Madame Roux utilisait pour les courses. Le fond se déchirait toujours parce que le tissu était trop fin. Élise avait inventé un renfort simple, un morceau de toile brodé de 2 lignes croisées formant une petite étoile. Le point arrière, répété en diagonale,
donnait une résistance que le tissu seul n'avait pas. Lucien toucha le tissu et hocha la tête. Il ne dit pas que c'était intelligent. Il ne dit pas que c'était beau. Il dit simplement « ça tient ». Et pour Élise, ce fut suffisant. Parce que dans le monde de Sainte-Radegonde en 1951, ce qui tenait était plus précieux que ce qui brillait. En 1953, la France respirait encore mal. Le rationnement avait officiellement pris fin, mais les habitudes de privation restaient ancrées dans les gestes. On gardait tout, on réparait tout, on jetait rien. Le marché de l'occasion florissait dans les arrière-cours et les foires hebdomadaires. À Rodez, le samedi, les paysans vendaient ce qu'ils pouvaient. Les ambulants proposaient services d'affûtage, raccommodage, photographie bon marché. Les archives municipales de l'époque montrent une ville de 20 000 habitants, encore marquée par l'exode rural progressif. Les jeunes partaient vers Lyon, Toulouse, Paris, cherchant un salaire qui dépassait la simple survie. La mère d'Élise tomba malade au printemps 1953. Une toux grasse qui ne passait pas, une fatigue qui transformait chaque lessive en épreuve. Le médecin diagnostiqua une infection pulmonaire chronique, probablement liée aux années passées dans l'humidité du lavoir communal. Il prescrivit un sirop cher et du repos. Élise, alors âgée de 15 ans, doubla les heures de couture. Madame Roux accepta de la payer à la pièce, 5 centimes par ourlet de jupe, 10 centimes pour une reprise de manteau. Les mains d'Élise saignèrent le soir, piquées par l'aiguille quand la fatigue brouillait la précision. Lucien, lui, reçut une lettre d'un cousin installé à Saint-Étienne. La ville industrielle cherchait des ouvriers pour les forges. Le salaire était 3 fois supérieur à ce que l'oncle Gaston ne payait pas vraiment. Le cousin promettait un lit dans une chambre partagée et des horaires réguliers. Lucien hésita pendant 2 semaines. Partir signifiait abandonner l'oncle. Rester signifiait rester pauvre. Il choisit la fuite sans héroïsme, avec la culpa de l'opportunité et la honte du soulagement. Il ne prévint personne sauf l'oncle, qui haussa les épaules et marmonna que Lucien faisait comme son père, qui était parti aussi. Avant de monter dans le car pour Saint-Étienne, Lucien passa devant l'atelier de Madame Roux. Élise cousait près de la fenêtre, dos courbé, front plissé. Il n'eut pas le courage d'entrer. Il n'eut pas le courage de frapper. Il posa simplement sur le rebord de la fenêtre un morceau de tissu plié, celui avec la petite étoile brodée qu'Élise avait utilisée pour renforcer le panier. Il l'avait gardé dans sa poche depuis des mois, sans savoir pourquoi. Élise le trouva 1 heure plus tard. Elle déplia le tissu, reconnut son propre travail, et comprit que Lucien était parti. Elle ne pleura pas. Elle plia le tissu en 4, le glissa dans la poche de son tablier, et continua à coudre. Parce que dans le monde de Sainte-Radegonde en 1953, on ne pleurait pas sur les départs. On les respirait en silence, comme on respirait la poussière de pierre et la fumée des cheminées. Les nouvelles voyageaient par bouche à oreille, lentement, déformées comme les reflets dans l'eau trouble. Lucien était à Saint-Étienne. Lucien travaillait dans une forge moderne. Lucien avait trouvé quelqu'un. Ce dernier point était faux, inventé par Madame Bertrand, la voisine qui ne supportait pas les silences et les remplissait de ragots. Mais Élise l'entendit quand même, et quelque chose se durcit dans sa poitrine, comme le tissu qu'on brûle sans faire exprès et qui devient rigide. Elle continua à coudre. 12 heures par jour, parfois 14. Ses doigts gonflèrent, les articulations se raidirent, mais les pièces s'empilaient et l'argent s'accumulait avec une lenteur désespérante. Le sirop pour sa mère coûtait plus cher que prévu. Le médecin revint 3 fois et présenta 3 factures que Madame Roux accepta de retenir sur le salaire d'Élise pendant 6 mois. La mère d'Élise maigrissait, toussait du sang dans des mouchoirs qu'elle cachait sous le matelas pour ne pas inquiéter sa fille. Élise trouvait les mouchoirs quand elle faisait le lit et ne disait rien non plus. Le silence était devenu leur langue commune. En février 1955, par une nuit de gel où même les pierres craquèrent de froid, la mère d'Élise mourut. Pas dans les bras de sa fille, pas après une réconciliation dramatique, mais seule, pendant qu'Élise cousait chez une cliente riche qui avait exigé un ourlet pour le lendemain matin. Quand Élise rentra à l'aube, elle trouva le corps raide, les yeux mi-clos, une expression ni paisible ni tourmentée, juste absente. Elle ressentit de la culpabilité, oui, mais aussi un soulagement terrible qu'elle n'osa jamais nommer.
Le soulagement de ne plus payer le sirop. Le soulagement de ne plus entendre la toux. Le soulagement atroce qui accompagne parfois la fin d'une agonie. L'enterrement coûta ce qu'elle avait économisé en 4 mois. Un cercueil de pain brut, 6 personnes présentes, dont Madame Roux et le curé qui expédia la messe en 20 minutes parce qu'il avait un autre service à 11 heures. Élise retourna travailler le lendemain parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre des clients. Les registres paroissiaux de Sainte-Radegonde conservent la trace de cet enterrement, une ligne sobre dans un cahier jauni où l'on peut encore lire le nom de la défunte suivi de la mention. Mère d'Élise, couturière. À 17 ans, Élise quitta le village. Pas par désir d'aventure, mais parce qu'il n'y avait plus rien qui la retenait. Madame Roux lui donna une lettre de recommandation et l'adresse d'une consoeur à Rodez qui cherchait une ouvrière habile. Élise fit le trajet en car, ses affaires dans un baluchon, le morceau de tissu étoilé toujours dans la poche de son tablier. Elle ne se retourna pas quand le car démarra. Les archives départementales mentionnent ce mouvement migratoire interne typique de l'époque. Des milliers de jeunes quittant les bourgs pour les villes moyennes dans l'espoir d'un salaire stable. Rodez en 1955 était une ville en expansion maladroite. De nouvelles routes ouvraient, des pensions se créaient, des ateliers fermèrent remplacés par des commerces de prêt-à-porter industriels venus de Paris. Élise loua une chambre minuscule dans une pension de la rue Combarel, 6 mètres carrés avec un lit de fer, une chaise et un lavabo. Le loyer mangeait la moitié de son salaire. La nourriture mangeait l'autre moitié. Il ne restait rien pour les dimanches. Alors elle allait à la messe de 8 heures, juste pour voir du monde. Puis rentrait laver ses vêtements en écoutant la radio du voisin à travers le mur. Lucien, pendant ce temps, était revenu de Saint-Étienne. Le cousin avait menti sur les horaires réguliers. La forge était dangereuse. Le lit dans la chambre partagée était en fait un matelas par terre dans un couloir où dormaient 8 hommes. Il était rentré après 6 mois avec un peu d'argent. Une cicatrice de brûlure sur le dos de la main droite et une honte silencieuse d'avoir cru que partir suffirait à tout changer. Il retrouva du travail chez l'oncle Gaston, qui le reprit sans commentaire mais avec une rancune qui s'exprimait dans les regards plus que dans les mots. Lucien apprit à se taire encore plus. Le soir, il étudiait seul dans l'atelier, dessinant des pièces de ferronnerie avec plus de précision, apprenant par essais et erreurs comment le métal se comportait sous différentes températures. Un contremaître plus âgé, Antoine Morel, lui enseignait des trucs sans condescendance, dans cette masculinité pratique, où l'on transmet le savoir par geste plutôt que par mots. Élise et Lucien se croisèrent 2 fois dans Rodez, entre 1955 et 1958. Une fois à la Poste, où ils se virent de loin mais ne s'approchèrent pas. Une autre fois rue de Lambergue, où Lucien marchait sur le trottoir d'en face, et Élise fit semblant de regarder une vitrine pour ne pas avoir à décider si elle devait le saluer. Ni l'un ni l'autre n'avait les mots pour briser le silence qui s'était installé comme du givre entre eux. Le samedi 14 juin 1958, Élise traversa le marché hebdomadaire de Rodez pour livrer un sac de farine à une cliente. Elle avait 20 ans, des mains abîmées par l'arthrite précoce, et portait une robe qu'elle avait elle-même raccommodée 3 fois. Dans la poche de son tablier, le morceau de tissu avec l'étoile brodée, toujours là, comme un talisman qu'elle ne regardait jamais, mais ne jetait jamais non plus. Lucien, 22 ans, traversait le même marché pour acheter des gants de cuir après avoir installé une rampe chez le maire. Il avait le même morceau de tissu dans sa poche de pantalon, usé par les lavages, mais reconnaissable. Sa main droite portait toujours la cicatrice de Saint-Étienne, un petit trait blanc sur la peau tannée. Ils ne se virent pas. La foule était dense. Les étalages de légumes formaient des barrières visuelles, et chacun était absorbé par ses pensées. Mais à un moment, dans le flot des corps, Élise et Lucien firent le même geste sans le savoir. Chacun porta la main à sa poitrine, là où le tissu étoilé reposait dans la poche, comme pour vérifier qu'il était toujours là. Le geste dura 2 secondes. Un photographe ambulant, Marcel Delpech selon les registres de la ville, captura la scène par hasard, en essayant de photographier les étals pour documenter la vie du marché. Le cliché montra 2 personnes qui ne se regardaient pas, séparées par 1,5 mètre de foule indifférente,
faisant exactement le même geste au même instant. Élise avec son sac de farine, Lucien avec sa chemise usée. Entre eux, un panier d'osier renversé laissait voir un bout de tissu avec 2 lignes croisées, identique à celui qu'ils serraient contre leur poitrine. Quand Marcel Delpech montra les épreuves aux passants le dimanche suivant, personne ne voulut acheter cette photo. Ce n'était ni un portrait de famille, ni un paysage pittoresque, juste 2 inconnus dans une foule. La photo rejoignit une boîte d'invendus, que Marcel rangea dans le grenier de son échoppe de la rue du Toit. La boîte resta là pendant 17 ans, oubliée sous la poussière et l'indifférence, pendant que la vie continuait sans elle. Les années qui suivirent furent celles du travail muet et de la dignité coûteuse. Élise cousait, Lucien forgeait. Chacun construisait sa survie pièce par pièce, point par point, rivet par rivet, sans héroïsme, juste avec l'obstination de ceux qui n'ont pas d'autre choix. En 1962, Élise réussit à louer un espace légèrement plus grand, une chambre avec une fenêtre donnant au sud. La lumière naturelle lui permit de coudre plus longtemps, sans abîmer davantage ses yeux. Elle commença à créer des sacs de marché en toile renforcée, utilisant systématiquement le motif de l'étoile brodée pour doubler l'aisance. Ce n'était pas de la nostalgie, juste de la fonctionnalité. Le point croisé tenait mieux que les coutures simples. Les clientes le remarquèrent. Certaines revenaient spécifiquement pour ces sacs qui duraient des années sans se déchirer. Élise ne signait pas son travail, mais l'étoile devint sa signature invisible. Lucien, de son côté, fut promu contremaître adjoint en 1965. Le salaire n'augmenta pas beaucoup, mais pour la première fois, quelqu'un l'appela Monsieur Vernier. Il dessina et installa des rampes, des serrures, des charnières pour les nouvelles constructions, qui poussaient dans les quartiers périphériques. Sur chaque pièce qu'il fabriquait, il gravait discrètement 2 lignes croisées à l'intérieur, là où personne ne les voyait. C'était sa méthode de contrôle qualité, une façon de savoir quelle pièce venait de quel lot. Personne ne le lui avait demandé. C'était juste son ordre personnel dans un monde qui n'en avait pas beaucoup. Mais les années 60 apportèrent aussi leur lot de défaites silencieuses. Le prêt-à-porter industriel envahit Rodez. Les grands magasins vendaient des robes à un prix que même le travail le plus rapide d'Élise ne pouvait concurrencer. Elle perdit 40% de sa clientèle entre 1963 et 1965. Des nuits, elle envisagea sérieusement d'abandonner la couture et de se placer comme employée domestique. Elle ne le fit pas, non pas par courage, mais par orgueil têtu et refus de capituler face à ce qu'il avait déjà tant pris. Les mains d'Élise développèrent une arthrite précoce. À 28 ans, elle devait tremper ses doigts dans l'eau tiède chaque matin pour pouvoir saisir une aiguille. Les nœuds dans les tendons la réveillèrent la nuit. Elle apprit à coudre plus lentement, avec des pauses, acceptant de gagner moins pour pouvoir continuer à gagner quelque chose. Une voisine, Madame Marguerite, veuve de 60 ans, partageait sa soupe le dimanche. Ce n'était pas de l'amitié profonde, juste de la présence humaine, ce qui suffisait parfois. Lucien, lui, subissait les conséquences physiques du travail du fer. Des brûlures mal soignées parsemaient ses avant-bras. Son oreille droite perdait progressivement l'audition à cause du martèlement constant. À 30 ans, il développa une hernie discale qui le faisait boiter les jours d'humidité. Il buvait parfois du vin rouge seul le soir pour pouvoir dormir malgré la douleur. Pas beaucoup, juste assez pour éteindre le corps. En 1968, la France trembla. Les manifestations, les grèves, les usines occupées. À Rodez, l'effet fut retardé mais réel. L'atelier de l'oncle Gaston ferma définitivement. Les pièces industrielles standardisées tuaient les petites forges artisanales. Les registres de la Chambre de commerce montrent que 43% des ateliers de ferronnerie de la région fermèrent entre 1965 et 1970. Lucien se retrouva au chômage pendant 8 mois, vivant de petits travaux de réparation payés au noir, dormant chez Antoine Morel, l'ancien contremaître qui avait une chambre libre depuis la mort de sa femme. Il pensa partir à Paris. Il compta l'argent nécessaire pour le train et le premier mois de loyer. Il ne l'eut jamais. Alors il resta. Quand la mairie lança un appel d'offres pour rénover les garde-corps des bâtiments publics, il soumissionna avec un devis calculé au plus juste. Il l'obtint.
Ce n'était pas le salut, juste un répit. Élise et Lucien vivaient dans la même ville de 30 000 habitants, mais ne se croisaient presque jamais. Leur routine ne coïncidait pas. Elle cousait le matin et livrait l'après-midi. Il installait le matin et dessinait l'après-midi. Ils fréquentaient des quartiers différents, des commerces différents. Une fois, en 1970, ils se retrouvèrent dans la même file d'attente à la poste. Lucien était derrière Élise. Il vit ses cheveux grisonnants à 32 ans, son dos légèrement voûté, ses mains noueuses qui tenaient un paquet de tissus. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Elle avança dans la file. Il referma la bouche. Le moment passa. Les années 70 apportèrent un léger redout économique. Le gouvernement lança des politiques de revitalisation des centres historiques. Les coopératives artisanales reçurent des subventions modestes. Le mouvement du fait main émergea comme réaction à l'industrialisation. En Occitanie particulièrement, cette tendance prit racine, parce qu'elle correspondait à une identité régionale que les gens voulaient préserver. Des articles dans la Dépêche du Midi et l'Aveyron républicain documentèrent ce renouveau, interviewant artisans locaux qui refusaient de disparaître. Élise bénéficia indirectement de ce mouvement. Des jeunes couples qui s'installaient à Rodez cherchèrent des vêtements cousus main, pas par nécessité mais par choix éthique. Elle ne comprenait pas vraiment ce virage idéologique, mais elle acceptait les commandes. En 1973, elle vendit 32 sacs lors d'une foire artisanale. Avec l'argent, elle acheta du tissu neuf pour la première fois en 7 ans. Un tissu de lin épais, couleur écrue, qui sentait encore l'usine. Lucien, lui, fut engagé par la municipalité pour participer à la rénovation du marché couvert de Rodez. Le bâtiment datait de 1870 et se dégradait depuis des décennies. Les archives municipales conservent les plans de cette rénovation, un projet ambitieux financé par des fonds régionaux et nationaux. Lucien dessina et installa les nouvelles rampes d'accès, répara les structures métalliques existantes, grava ses marques de contrôle sur chaque pièce neuve. C'était du bon travail solide, celui qui dure 50 ans sans broncher. Ni Élise ni Lucien ne pensaient à l'amour perdu. On ne pense pas à l'amour quand on pense à payer le loyer. On ne rêve pas de retrouvailles quand on rêve de pouvoir acheter de la viande 2 fois par semaine. Ils avaient survécu, chacun de leur côté avec une dignité obtenue au prix d'une solitude devenue habitude. Le tissu étoilé restait dans leurs poches respectives, lavé tant de fois qu'il était devenu presque transparent, mais toujours là, comme ces objets qu'on garde sans savoir pourquoi, juste parce que les jeter reviendrait à jeter une partie de soi qu'on ne sait pas nommer. L'automne 1975 sentait la pierre mouillée et le bois verni. Le marché couvert de Rodez venait de rouvrir après 18 mois de rénovation. La structure métallique brillait d'un noir mat, les tuiles avaient été remplacées, le sol carrelé reflétait la lumière des hauts vitrages. La coopérative des artisans locaux organisa une exposition pour inaugurer l'espace. Claire Dutheil, une jeune curatrice de 30 ans venue de Toulouse, fut chargée de sélectionner les pièces. Elle voulait des objets avec histoire, pas des produits neufs sans âme. Margot Bonnet, la petite fille du vieux mercerier décédé en 1972, vidait le grenier de l'ancienne échoppe familiale rue du Toit. Entre les caisses de registre comptable et les rouleaux de tissu moisi, elle trouva une boîte de photographies. Des clichés jaunis de marché, de foire, de visages anonymes pris par un photographe ambulant dont personne ne se souvenait plus. Elle apporta la boîte à Claire, en pensant que ces images pourraient décorer les murs de l'exposition, témoignage d'une époque où Rodez vivait différemment. Claire feuilleta les photos sans grand intérêt jusqu'à tomber sur celle du marché de 1958. Quelque chose dans ce cliché la retint. 2 personnes, jeunes, faisant exactement le même geste séparées par la foule. Un panier renversé au premier plan avec un tissu brodé. Elle ne comprenait pas pourquoi cette image la touchait, mais elle décida de l'agrandir et de l'accrocher dans l'exposition. Parfois, l'art se cache dans les accidents. Élise vint voir l'exposition un dimanche d'octobre. Elle avait 37 ans, les cheveux gris attachés en chignon serré, une veste tricotée qu'elle portait depuis 8 ans. Elle visitait l'exposition par curiosité professionnelle, pour voir ce que les autres artisans produisaient. Elle passa devant les étals de poterie, de menuiserie, de tissage.
Et puis elle vit la photo. Son cœur se serra comme un poing. C'était elle, 20 ans, maigre, le sac de farine, la main sur la poitrine, là où le morceau de tissu reposait dans la poche de son tablier. Elle s'approcha du cadre, les jambes soudainement faibles. Elle voyait son propre visage juvénile, figé dans un instant qu'elle avait complètement oublié. Et puis, elle vit l'autre personne sur la photo. L'homme à droite, la main sur la poitrine, le même geste. Elle ne reconnut pas le visage immédiatement. 17 ans avaient passé, mais elle reconnut la cicatrice sur le dos de la main. Cette petite ligne blanche qu'elle avait vue la dernière fois en 1953. Lucien. Ils avaient été là, ensemble, sans le savoir, à 1,50 m l'un de l'autre, tenant le même souvenir. Pendant que la vie les séparait, une image les avait réunis dans le temps. Élise resta devant la photo pendant 20 minutes. D'autres visiteurs passaient, commentaient, ne comprenaient pas pourquoi cette femme au visage pâle fixait une vieille photo de marché. Elle finit par partir, les jambes tremblantes, sans avoir parlé à personne. Lucien découvrit la photo 3 jours plus tard. Il était venu au marché avec le maire pour inspecter les rampes qu'il avait installées. Il passa devant l'exposition, remarqua d'abord ses propres garde-corps, toucha le métal par réflexe professionnel. En se retournant, il vit la photo. Il se figea. Il reconnut d'abord sa propre main, la cicatrice qu'il portait toujours, puis son propre visage, plus jeune, plus mince. Et puis il vit la femme à gauche. Les traits d'Élise, à peine reconnaissables sous les années, mais le geste, ce geste qu'il avait lui-même fait. Il revint le dimanche suivant. Pas pour le maire, pas pour le travail, pour la photo. Il se tenait devant, les mains dans les poches, sans savoir quoi faire de cette découverte. C'est là qu'Élise entra à nouveau. Elle aussi était revenue. Pas pour l'exposition, pour la photo. Ils se virent d'abord dans le reflet du verre du cadre. 2 visages de 40 ans, marqués par le travail, par la solitude, par les années. Ils se reconnurent sans se reconnaître. Élise parla la première, d'une voix qu'elle ne contrôlait pas bien. « C'est moi sur cette photo. » Lucien hocha la tête. « Moi aussi. » Un silence. Pas un silence romantique, plutôt un silence de 2 personnes qui ne savent pas quel mot utiliser pour 20 ans d'absence. « Je ne t'ai pas vu ce jour-là, » dit Élise. « Moi non plus. » Une vieille dame qui passait s'arrêta, regarda la photo, regarda Élise et Lucien. « C'est vous, sur la photo ? Quelle coïncidence magnifique !» Ni Élise ni Lucien ne répondirent. La dame sourit et continua son chemin. Claire, la curatrice, remarqua la scène de loin mais ne s'approcha pas. Elle avait appris que les bonnes histoires se construisent seules. Élise ouvrit son sac et en sortit une des pochettes qu'elle vendait. Elle la retourna pour montrer le dessous. Le tissu étoilé, 2 lignes croisées, brodées avec soin. « Je l'ai gardé », dit-elle simplement. Lucien montra du doigt le garde-corps le plus proche. « Viens voir. » Elle le suivit. Il s'accroupit, pointa la base de la structure métallique, là où personne ne regardait jamais. 2 lignes croisées, gravées dans le fer. « Moi aussi. » Élise s'agenouilla à côté de lui. Leurs genoux touchèrent par accident. Aucun des 2 ne s'écarta. Ils restèrent là, 40 ans à eux 2, regardant 2 lignes gravées dans le métal comme si c'était la chose la plus importante du monde. Les semaines qui suivirent furent d'une simplicité déconcertante. Ils se donnèrent rendez-vous au marché chaque dimanche. Pas pour parler du passé, mais pour parler du présent. Élise montra à Lucien comment elle renforçait les anses de ses sacs. Lucien lui expliqua pourquoi certains métaux rouillaient plus vite que d'autres. Ils buvaient des cafés courts dans le bar adjacent. Les conversations étaient techniques, pratiques, presque professionnelles. Mais il y avait une douceur dans les silences. En janvier 1977, Lucien proposa de fabriquer des supports métalliques pour les étagères de l'atelier d'Élise. Elle accepta. Il vint un samedi après-midi, prit les mesures, installa les supports en 3 heures. Elle lui offrit un thé. Il refusa d'abord, par habitude de ne jamais rien accepter. Elle insista. Il accepta. Ils burent le thé en silence, assis sur 2 chaises bancales, regardant par la fenêtre les toits de Rodez. « Pourquoi tu es parti en 1953 » demanda-t-elle soudain.
Lucien posa sa tasse. Parce que je n'avais pas de courage pour rester pauvre avec dignité. Et pourquoi tu es revenu? Parce que j'avais encore moins de courage pour rester pauvre loin de chez moi. Élise hocha la tête. Ma mère est morte pendant que je cousais chez une cliente. J'ai ressenti du soulagement. Je ne l'ai jamais dit à personne. Lucien la regarda. L'oncle Gaston est mort l'année dernière. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste dit que je n'aurais plus à l'écouter me comparer à mon père. Ils ne pleurèrent pas. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils vidèrent juste les non-dits avec la même économie de mots qu'ils avaient toujours eus. Quand Lucien partit, Élise remarqua qu'il avait laissé un petit morceau de métal poli sur la table. Une chute de découpe, inutile, mais polie avec soin. Elle le mit dans sa poche. En mars 1978, Claire proposa à Élise et Lucien de créer une pièce commune pour une nouvelle exposition sur les artisans de Rodez. Un objet qui symboliserait la continuité du savoir-faire local. Élise et Lucien acceptèrent sans comprendre vraiment pourquoi. Ils dessinèrent ensemble un banc simple. Structure de fer forgé, assise en osier tressé, doublure en tissu renforcé. Lucien forgea le métal. Élise tissa l'osier. Ensemble, ils assemblèrent les pièces. Sous chaque assise, Élise cousit un morceau du tissu étoilé original, celui qu'ils avaient gardé pendant 25 ans. Lucien grava ses marques de contrôle sous la base métallique. Ils fabriquèrent 12 bancs en 3 mois. Le travail était lent, minutieux, presque méditatif. Ils ne parlaient pas beaucoup pendant les heures de fabrication, juste des instructions techniques. Passe-moi le fil. Tiens ça pendant que je soude. C'était suffisant. L'intimité se construisait dans les gestes partagés, pas dans les déclarations. L'exposition ouvrit un dimanche d'octobre 1978, exactement 3 ans après qu'Élise eut découvert la photo. Le marché couvert était rempli d'une foule modeste. Une centaine de personnes venues par curiosité plus que par passion. Des retraités et des jeunes couples, des enfants qui couraient entre les étals. Claire avait disposé les bancs de Vernier et Marot au centre de l'espace, avec la photo de 1958 accrochée juste au-dessus. Une petite plaque disait simplement « Marché de Rodez, 1958 ». Vie qui se croise. Élise portait une robe grise qu'elle avait cousue la semaine précédente. Lucien avait emprunté un costume à Antoine, trop large aux épaules, trop court aux manches. Ils se tenaient côte à côte, mal à l'aise avec l'attention, habitués à être invisibles. Claire s'approcha avec un sourire nerveux. Le public aimerait comprendre comment vous avez fait ces bancs. Pourriez-vous montrer votre processus? Élise et Lucien échangèrent un regard. Ils n'avaient pas prévu de parler. Lucien hocha la tête lentement. Ils s'approchèrent d'un des bancs. Lucien le souleva et le retourna, exposant la structure métallique. Il montra les soudures, expliqua d'une voix basse comment le fer devait respirer pour ne pas craquer avec le temps. Les mots venaient difficilement, non par émotion, mais par habitude de ne jamais avoir à expliquer son travail. Élise prit l'assise d'osier et la retourna également. Le tissu étoilé apparut, brodé avec soin sous le tressage. Elle ne l'avait pas fait exprès. C'était juste le geste automatique de montrer l'envers d'une pièce. Mais en voyant le tissu exposé, elle se figea. Lucien, à côté d'elle, vit aussi le motif. Les 2 lignes croisées qu'il gravait dans le métal depuis 20 ans. Un vieil homme dans la foule, ancien forgeron, pointa du doigt. Ces marques sur le fer, c'est du contrôle qualité. Non, mon père faisait pareil. Lucien, surpris qu'on remarque, acquiesça. Oui, pour savoir quelle pièce vient de quel lot. Une femme d'une 50aine d'années se pencha pour mieux voir le tissu. Et cette étoile brodée, ma mère disait que ce point renforce sans alourdir. Travail de maîtresse. Claire, la curatrice, observait la scène avec attention. Elle s'approcha de la photo accrochée au mur, la décrocha délicatement et la rapprocha du banc. Elle posa la photo à côté de l'assise retournée. Les gens se turent. Le motif du tissu dans le panier de 1958 était identique à celui sous l'assise de 1978. Les gestes des 2 jeunes gens sur la photo, mains sur la poitrine, étaient les mêmes gestes de protection qu'Élise et Lucien avaient inconsciemment gardés pendant 20 ans. 5 secondes de silence complet. Élise regarda la photo.
Son visage de 20 ans, maigre, fatigué, serrant ce bout de tissu comme on serre un secret. La main de Lucien sur la photo, avec cette cicatrice qu'il portait toujours. Ils étaient là, ensemble, sans le savoir. La foule les avait séparés alors même qu'ils cherchaient la même chose. Lucien suivit le regard d'Élise. Il vit la scène avec clarté brutale. Deux personnes trop timides, trop pauvres, trop épuisées pour se chercher, capturées par hasard dans un instant d'amour silencieux. Il passa la main sur sa cicatrice, geste qu'il faisait depuis 30 ans sans y penser. Margot Bonnet, la petite fille du mercerier, s'approcha sans connaître toute l'histoire. Quand j'ai trouvé ces photos dans le grenier de mon grand-père, j'ai failli les jeter. Qui se soucie des gens ordinaires du marché? Mais il disait toujours, garde ça. Un jour quelqu'un voudra se souvenir. Élise, la voix tremblante mais ferme, parla pour la première fois devant un public. Je me souviens de ce jour. Je livrais de la farine. J'avais faim. J'étais fatigué. Et je serrais ça. Elle toucha le tissu brodé sous l'assise. Parce que c'était la seule chose qui me rappelait que je n'étais pas complètement seul. Lucien, les yeux humides sans larmes, ajouta d'une voix rauque. J'étais revenu de Saint-Étienne la semaine d'avant. Je traversais ce marché en cherchant quelque chose. Je ne savais pas quoi. Je portais ce tissu dans ma poche depuis que j'étais parti. Je pensais que c'était idiot. Mais je ne pouvais pas le jeter. Un vieil homme dans la foule, les yeux rouges, parla soudainement. Ma femme est morte il y a 3 ans. Elle avait un foulard qu'elle portait le jour où on s'est rencontrés. Il est dans sa commode. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Mais maintenant, je pense que je vais l'ouvrir. Une jeune mère avec un enfant dans les bras murmura. Ma grand-mère disait toujours que les objets gardent les gens. Je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Lucien tendit la main vers Élise. Pas un geste romantique grandiose. Juste la main d'un homme qui peut enfin toucher ce qui a toujours été proche mais inaccessible. Élise la prit, serra avec la force d'une couturière qui a passé 40 ans à tenir des fils. Claire ne dit rien. Elle positionna simplement la photo à côté du banc. Le public voyait maintenant la scène complète. Le geste de 1958, répété en 1978. Les mêmes mains. Le même amour. Juste 20 ans plus tard, sans la foule pour les séparer. Il n'y eut pas d'applaudissements frénétiques. Juste un soupir collectif. Quelques personnes essuyèrent discrètement des larmes. D'autres observèrent en silence respectueux. Le marché reprit son mouvement naturel. Les gens achetaient, parlaient, vivaient. Mais quelque chose avait changé dans la température émotionnelle du lieu. Élise et Lucien s'assirent sur le banc qu'ils avaient fabriqué. Pas de baiser. Pas de déclaration. Juste là, côte à côte, épaule contre épaule, regardant la photo accrochée. Un petit garçon s'approcha, toucha le tissu sous l'assise, demanda à sa mère « Pourquoi elle a dessiné une étoile ?» La mère sourit. « Pour que ça dure, mon chéri. » Dans les mois qui suivirent, Élise et Lucien ne se marièrent pas. Le mariage leur semblait inutile, une formalité pour des jeunes qui construisent un avenir. Eux avaient 40 ans. Ils construisaient un présent. Lucien louait toujours sa chambre rue de la Barre. Élise gardait son atelier rue Combarel. Mais ils se voyaient chaque jour. Des cafés le matin, des dîners silencieux le soir, des dimanches à réparer des choses ensemble. Une vie simple, sans drame, juste la compagnie que l'âge rend plus précieuse que la passion. En 1982, ils décidèrent finalement de louer une petite maison ensemble dans le quartier de Bourran. Un jardin étroit où ils plantèrent des tomates et de la lavande. Lucien installait des étagères. Élise cousait près de la fenêtre. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Les silences étaient confortables, remplis par le bruit des outils et le passage du temps. Les 12 bancs de fer et d'osier restèrent au marché couverts de Rodez. Les gens s'asseyaient dessus pour manger des sandwichs, pour attendre quelqu'un, pour se reposer après les courses. Personne ne savait vraiment leur histoire. C'était juste de bons bancs solides qui ne grinçaient pas. Lucien mourut en avril 1993, d'une crise cardiaque. Il avait 57 ans. Ce fut rapide, sans souffrance prolongée. Il travaillait dans le jardin, plantait des tomates pour l'été. Il s'assit sur le banc qu'il avait fabriqué pour la terrasse, ferma les yeux et ne les rouvrit pas.
Élise le trouva 1 heure plus tard. Elle ne cria pas. Elle s'assit à côté de lui, prit sa main déjà froide, et resta là jusqu'à ce que les voisins remarquent et appellent le médecin. Pour l'enterrement, elle demanda qu'on mette dans le cercueil le morceau de tissu original, celui que Lucien avait laissé sur le rebord de la fenêtre en 1953. Le tissu avait 40 ans. Il était presque transparent, mais l'étoile était encore visible. Élise vécut 5 ans de plus. Elle continua à coudre, plus lentement, avec des pauses plus longues. Elle parlait à Lucien le soir, à voix haute, racontant sa journée à une chaise vide. Ce n'était pas de la folie, juste une habitude de compagnie qu'elle refusait d'abandonner. Elle mourut en janvier 1998, d'une pneumonie. 60 ans. Elle avait demandé à être enterrée avec le morceau de tissu qu'elle avait gardé dans son tablier pendant 45 ans. Les bancs du marché couvert existent toujours. En 2010, lors d'une nouvelle rénovation, la municipalité proposa de les remplacer par des modèles modernes. Claire Dutheil, alors retraitée, s'opposa fermement. Elle raconta l'histoire au conseil municipal. Les bancs restèrent. Aujourd'hui, si vous visitez le marché de Rodez, vous pouvez vous asseoir sur ces bancs. Si vous retournez l'assise, vous verrez encore quelques étoiles brodées. Certaines sont décolorées, le tissu s'effiloche, mais aucune ne s'est complètement défaite. La photo de 1958 n'est plus accrochée au marché. Elle n'est pas dans un musée ni dans un livre d'histoire. Elle est chez Margot Bonnet, la petite fille du mercerier, posée sur une commode dans sa chambre. Parfois, quand elle passe devant, elle pense à Élise et Lucien, 2 personnes ordinaires qui se sont aimées avec les moyens qu'elles avaient. Pas de lettres enflammées, pas de déclarations dramatiques, juste du tissu et du fer, des mains qui travaillent, et une fidélité silencieuse qui a duré plus longtemps que beaucoup de passions. Parce qu'au fond, l'amour n'est pas toujours ce qui crie. C'est aussi ce qui tient, ce qui dure, ce qui résiste au temps comme une étoile brodée qui refuse de s'effacer. 2 lignes croisées, gravées dans le métal et dans la mémoire, prouvant qu'on peut se perdre pendant 20 ans et quand même se retrouver, si on a gardé précieusement ce qui compte. Dans cette histoire fictionnelle dramatisée, inspirée de la réalité de tant de vies silencieuses, Élise et Lucien nous rappellent que certaines fidélités n'ont pas besoin de mots pour exister. Elles respirent dans les gestes, dans les objets gardés trop longtemps, dans ce qui tient alors que tout autour s'effondre. Leur parcours montre que l'amour discret et la dignité dans l'effort peuvent traverser les années comme une étoile brodée, qu'aucune usure n'efface vraiment. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous fait comprendre sur les liens que l'on ne nomme pas? Avez-vous déjà gardé un objet qui représentait plus qu'il ne semblait montrer? Qu'est-ce que la vie vous a appris sur les rencontres manquées, les silences, ou les fidélités qui survivent au temps? Si vous êtes resté jusqu'au bout, écrivez le mot durabilité dans les commentaires. Dites-nous aussi de quelle ville vous venez et si vous le souhaitez, partagez un souvenir ancien, un récit transmis par vos parents ou vos grands-parents, une histoire de famille des temps passés qui pourrait inspirer de nouvelles narrations pour ce canal. Merci d'avance pour votre confiance. Vos partages aident ce projet à rester vivant. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de commenter ou de partager, et de cliquer sur la carte finale pour découvrir les prochains récits.